Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la série sur TensorFlow 2.0. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va commencer un nouveau projet qui va être un projet donc basé sur la génération de texte avec des réseaux de neurones récurrents. Et pour le coup ici, on va s'appuyer sur une dataset de poèmes écrits par Victor Hugo pour s'inspirer des poèmes de Victor Hugo pour, à partir des poèmes de Victor Hugo, générer un nouveau poème avec un réseau de neurones récurrents. Alors pour cela, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur le dépôt, j'ai mis un dossier qui s'appelle RNN Dataset. Donc si vous allez sur le dépôt, donc là je l'ai mis directement, vous n'avez pas besoin de le télécharger comme dans le dernier projet, parce que là ça prenait pas forcément beaucoup de place. Donc une fois que vous êtes sur le dépôt, dans le dossier RNN Dataset, vous pouvez aller récupérer le fichier victorhugo.txt, enfin il est déjà mis. Et là on voit en fait à quoi ça ressemble. Donc là ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai collecté manuellement un peu plein de poèmes de Victor Hugo et je les ai tous agrégés ici. Donc ils y sont pas tous, hein, mais il y en a quand même pas mal. On voit qu'il y a plus de 3000 lignes de poèmes. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de matière déjà, il y a beaucoup de matière sur laquelle s'inspirer, sur laquelle notre réseau de neurones récurrents va pouvoir apprendre pour ensuite générer des nouveaux poèmes. Et donc ça fait une bonne base. Donc là ce qu'on fait en fait déjà en premier lieu, là c'est que j'ouvre la dataset, j'affiche le nombre de caractères, donc il y en a pas mal, il y a plus de 100 000 caractères en tout dans cette dataset. Et là j'affiche les 1000 premiers caractères pour voir un peu à quoi ça ressemble ici un poème de Victor Hugo. Donc voilà, c'est parce que vous comptez d'effroyables sornettes qui font des tempêtes saintes trembler les vieux piliers, parce que votre style éblouit les lunettes. C'est beau. C'est beau. Donc là, notre but, en fait, ça va être de se baser là-dessus. Donc là, le but, enfin vous, pour pouvoir suivre cette vidéo dans de bonnes conditions, il va falloir que vous ayez vu les deux vidéos que j'ai fait sur les réseaux de neurones récurrents. Donc j'ai fait une première vidéo où j'expliquais comment ça marche les réseaux de neurones récurrents. Et une deuxième vidéo où j'ai expliqué comment marchent les cellules LSTM, donc Long Short Time Memory. Donc ces deux vidéos vont être indispensables pour que vous puissiez comprendre exactement qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo et qu'est-ce qu'on va faire, puisque là je vais surtout me baser sur le code et sur vraiment ce projet là, comment est-ce qu'on peut le gérer, comment est-ce qu'on peut gérer cette dataset. Donc je vais expliquer tout ça, mais il vous faudra vraiment les prérequis de comprendre comment marche un réseau de neurones récurrents. Donc pour ça je vous invite à regarder les deux vidéos sur les réseaux de neurones récurrents que j'ai fait. Donc les liens seront dans la description et vous pouvez également les retrouver sur la playlist Deep Learning Avancé où il y a les deux vidéos qui sont dans cette playlist là. Donc là, on peut donc ouvrir notre dataset. Donc la première chose qu'on va faire dans ce dataset déjà, c'est de faire un petit peu de pré-processing. Donc le pré-processing, c'est généralement souvent quelque chose qu'on fait. On l'a pas énormément fait jusqu'à présent avec les images. Le seul pré-processing qu'on avait fait avec les images, c'était la normalisation pour faire en sorte que toutes les images aient une moyenne aux alentours de 0 et un écart type assez petit aux alentours de 1. Donc là, on va pas faire de normalisation, mais ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cleaner un peu la dataset. En fait, dans cette dataset, ici, il y a plein de trucs qui sont pas utiles. Par exemple, ici, là, il y a des majuscules. Il y a des majuscules en début de ligne. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est important pour notre modèle de savoir qu'il faut mettre une majuscule ici au début. Alors ça pourrait être intéressant si on veut vraiment faire un truc parfait, mais c'est pas forcément le truc le plus important. Nous, ce qui nous importe plus, c'est que notre modèle il soit capable de générer des poèmes et que ça ait à peu près un sens, ou du moins qu'on puisse le lire, ou que ça, enfin en tout cas, qu'il forme des mots concrets et pas forcément qu'ils mettent une majuscule au début. Donc c'est pour ça que par exemple des choses comme ça, des majuscules au début, les majuscules on va les enlever. En fait, parce que pour le modèle, en fait, sachant que au début il va commencer avec aucun a priori sur qu'est-ce qu'un poème, qu'est-ce qu'un mot, il va avoir aucun a priori dessus. Et ben le truc c'est que par exemple ici un P, et ben enfin la lettre majuscule P, elle sera différente pour lui que la lettre majuscule, la lettre minuscule P. C'est que le P majuscule et le P minuscule seront différents. Alors que nous, dans notre cas, on n'a pas forcément envie on préfère en fait limiter la complexité, donc réduire la complexité d'apprentissage du modèle, en faisant en sorte que le P majuscule et le P minuscule soient la même chose. En l'occurrence, on fera en sorte d'avoir que des minuscules dans notre texte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cleaner un peu d'autres trucs. Par exemple, ici, les points-virgules à la fin, c'est pas forcément utile que notre modèle ici mette des points-virgules à certains moments, même si ici ils y sont. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cleaner un peu ce genre de choses. On va cleaner aussi ce genre de petits caractères. On va enlever des points d'exclamation. Donc on va en fait garder l'essence même du texte. Donc là, je montre en fait un exemple ici, c'est que sur cette phrase-là, this is a normal sentence, I love this tutorial. Et ben là, on enlèvera le T,
on enlèvera le point d'exclamation, on enlèvera ici le I majuscule. En fait, le I majuscule, on va le transformer en un I minuscule. Le point d'exclamation, on l'enlèvera complètement, et le T majuscule, on le transformera en un T minuscule. Et là, à partir de ça, donc là, je vais vous parler de ça juste après, mais là, à partir de ça, ce clean, en fait, là, je le fais en fait à ce niveau-là. Ici, là, déjà, je supprime en gros tous les et accents, donc pareil, et accent aigu et accent grave, je transforme simplement en un E normal. Donc tous les accents, en fait, je les enlève pour les remplacer en gros par la lettre de base sans l'accent. Là, ici, je mets en fait tout en minuscule, et ici, je remplace les quelques nombres en fait qui peuvent apparaître dans la dataset. Tous les petits signes en fait donc là j'ai fait un peu de clean en fait sur ce dataset pour enlever ce qui n'était pas utile. Donc là en fait comment est-ce que nous on va générer un poème à partir de ça? Nous le but, donc il y aurait deux approches différentes. Il y aurait soit on génère un poème mot par mot, soit on génère un poème lettre par lettre. Alors là, sachant que on va faire un modèle assez simple, il est préférable en fait de faire lettre par lettre parce que le nombre de lettres totales en fait dans ce poème est relativement réduit. On va avoir environ, je ne sais plus combien exactement on en a au total, mais on va avoir 34 lettres à la fin. Alors, 34, une fois qu'on aura cleané la dataset, qu'on aura supprimé les trucs qu'on n'a pas forcément envie, on se retrouvera seulement avec 34 lettres. Si on devait lister tous les mots possibles, tous les mots qui sont listés dans ce poème-là, on se retrouverait probablement avec des milliers de mots différents. Et donc là, la complexité, en fait, pour notre modèle, elle serait beaucoup plus grande, et il est possible qu'on ait besoin d'utiliser des méthodes plus avancées, que je n'avais pas forcément envie là d'introduire dans ce tuto, déjà parce qu'il y a déjà beaucoup de notions à appréhender, de nouvelles notions à appréhender. Donc j'avais envie de garder ça de manière assez simple, et donc en fait, on va générer le poème lettre par lettre. Ce qui n'est pas forcément grave, parce que si on se rappelle de comment fonctionne un réseau de neurones récurrents, le réseau de neurones récurrents, à chaque fois, il peut générer à chaque fois quelque chose en sortie. Et à chaque fois qu'il génère quelque chose en sortie, il le fait en fonction de l'état actuel et des états précédents. Donc à chaque fois qu'il va devoir générer une lettre, il va se référer non pas seulement à l'état à l'instant T, mais il va se référer aussi à toutes les lettres qu'il a précédemment écrites. Donc finalement, ça fait sens quand même en fait de générer lettre par lettre. Donc, et on va quand même pouvoir avoir de bons résultats même en générant lettre par lettre. Donc là en fait c'est ce qu'on fait, c'est que déjà une fois que j'ai généré, qu'on a transformé en fait le texte, on l'a cleané, on l'a nettoyé, bah là ce que je vais faire c'est que je vais lister toutes les lettres possibles. Donc c'est ce que je fais en fait à ce niveau là quand je fais un set sur tout le texte. Set en fait ça me liste tous les éléments en fait uniques qu'il y a dans mon texte. Et donc là si j'affiche la longueur du vocabulaire, donc vocab ça va être le vocabulaire avec lequel on va travailler, si j'affiche la longueur de mon vocabulaire, je vois que j'ai un vocabulaire d'une taille 34. Et ici j'affiche le vocabulaire, et en fait on voit tout mon vocabulaire qui s'affiche ici. Et donc là, donc on voit chacune des lettres en fait qui ont été gardées. Donc là j'ai gardé les points virgules. Alors on aurait pu supprimer les points virgules, là je les ai gardés en fait je crois. Moi je les ai pas listés, donc là on pourrait rajouter quand même la suppression des points virgules. J'avais dit que hop. Donc là voilà, on peut rajouter ici la suppression des points virgules. Voilà, après là il reste le H, donc là j'ai gardé quand même les apostrophes, ça peut quand même être pas mal. Donc j'ai gardé les apostrophes, et après j'ai gardé les lettres, et j'ai gardé là les espaces. Forcément j'ai gardé les espaces pour qu'ils sachent que le caractère espace est un caractère, donc ils puissent faire la séparation entre les mots. J'ai gardé les guillemets, j'ai gardé les retours à la ligne, donc le backslash n qu'on voit là c'est le retour à la ligne, donc tout ça j'ai gardé. Donc là si on lance ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit que là, donc là j'affiche aussi maintenant le texte, maintenant qu'il est cleané. Donc là on voit que tout est bien en minuscule, donc là j'ai gardé les virgules, et tout a l'air à peu près propre, il n'y a pas d'accent, il n'y a rien du tout, le texte est relativement simple. Donc ça c'est le texte avec lequel on va travailler, c'est le type de texte, donc là je peux en afficher un peu plus. Donc là c'est le type de texte avec lequel on va travailler. Vous voyez que finalement il est un petit peu plus simple que ce texte là. Mais en fait, il garde l'essence même en fait du poème, il garde l'essence même des mots, et il garde tout ça. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie où on va nettoyer. Maintenant, un réseau de neurones, vous savez qu'il ne traite qu'avec des nombres. C'est-à-dire que jusqu'à présent, même avec les images, on traitait les pixels. Chacun des pixels, on les normalisait, et ensuite, là, une fois le pixel normalisé, et à chaque fois, il était multiplié par son poids, et à chaque fois, donc, on avait des multiplications entre des nombres.
Donc le réseau de neurones, il peut pas gérer des lettres. Enfin, il y a une lettre, ça n'a pas de signification, il peut pas gérer des lettres. Par contre, il peut générer des nombres. Et donc ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va représenter chacune des lettres du texte en nombres. Donc ici, c'est ce que je fais. C'est que ici, je crée ce qu'on appelle en fait un dictionnaire qui s'appelle vocab2int. C'est-à-dire que pour chaque lettre, enfin pour chaque caractère, il va me donner quelle est la représentation en nombre de ce caractère. Et là, pareil, je crée en fait un autre dictionnaire qui, pour chaque nombre qui est donné, me donne la représentation de ce nombre en caractère. Donc en fait, c'est ça. C'est ici, j'affiche. Donc là, j'ai affiché vocab2int ici. Et donc vocab2int, on voit que c'est un dictionnaire où chaque clé du dictionnaire, donc là, le point virgule, la valeur en fait du point virgule, c'est 0. La valeur du H, c'est 1. La valeur de l'apostrophe, c'est 2. La valeur du D, c'est 3, etc. Et là, j'ai un autre dictionnaire qui est into-vocab. Donc là, c'est tout ce que j'ai fait ici. Hein, mais là, le into-vocab, la valeur du 0. Donc, en fait, je peux en fait, comme ça, en fait, passer d'une représentation nombre à une représentation lettre. En fait, ces deux dictionnaires, ils vont me permettre de pouvoir switcher entre les deux représentations et de facilement pouvoir en fait passer d'une lettre à un nombre et d'un nombre à une lettre pour passer pour avoir ce mapping en fait entre les deux. Et donc là, pareil, donc into vocab, je sais que le 1 c'est un H qui correspond bien aussi au H et c'est un 1. Donc voilà. Et en fait, grâce à ça, ce que je peux faire, c'est par exemple faire print vocab2int et regarder quelle est la représentation du E. Si je fais ça, int for E, et ben je vois que mon E c'est 27. Ensuite, là, je vais stocker mon int for E, qu'est-ce que c'est? Et là, je peux afficher qu'est-ce que c'est la lettre pour le numéro 27. Et là, ça me dit bien. Donc là, si je fais into vocab et là que je mets le numéro, donc là, int for E, donc là, je peux mettre int for E directement. Et ben là, je vois bien que donc la lettre pour le numéro 26, c'est E. Donc là, vous remarquez que comme c'est un dictionnaire, là, à chaque fois que je le lance, potentiellement, ça ne sera pas le même nombre. Ça peut arriver, je crois. Non, là, c'est parce que des fois, quand on relance, en fait, si on recharge toute la dataset, potentiellement, des fois, ça peut ne pas mettre les lettres dans le même ordre, ça arrive. Donc c'est un truc qu'il faudra faire attention, on le verra tout à la fin quand on sauvegardera le modèle, on sauvegardera également nos mappings pour être sûr de pouvoir garder le mapping correctement. Donc voilà, donc là on a vu qu'on a un texte qu'on peut représenter sous forme de lettres, un texte qu'on peut représenter sous forme de nombres, et qu'on a donc deux dictionnaires qui nous permettent de faire le mapping entre les nombres et les lettres, et vers les lettres vers les nombres. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est plutôt qu'afficher le texte sous forme de lettres, et ben maintenant on peut l'afficher en fait sous forme de nombres. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais créer en fait mon texte. Donc là, ça s'appelle encoded. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais représenter tout mon texte sous forme de nombres. Donc en gros, là, ce que je fais, c'est que je parcours tout mon texte. Donc for L in text. Donc là, je parcours toutes les lettres de mon texte. Et pour chacune des lettres, en fait, là, je vais créer une liste où chaque élément de la liste, en fait, là, j'utilise mon dictionnaire qui me permet de faire le mapping entre les lettres et les nombres. Et donc, du coup, là, je recrée donc une liste où chacun des éléments, en fait, c'est la représentation d'une lettre sous forme de nombre. Et donc là, encoded, c'est une liste, en fait, finalement, que de nombres qui représentent mon texte, mais qu'avec des nombres. Et donc là, maintenant, je sélectionne une petite phrase. Donc là, je sélectionne les 100 premiers. Et donc là, si j'affiche la phrase encodée, et ben, ça me donne ça. Ça me donne une phrase, en fait, qui est totalement encodée. Mais qui est une phrase en fait qui en fait à partir de cette phrase là je peux en fait traduire cette phrase là sous forme de lettres. Cette phrase là en fait a un sens même si ici il n'y a que des nombres, elle est représentée en fait sous forme de nombres. Et là en fait si je veux retrouver quelle est à partir en fait si maintenant j'ai cette phrase qui est encodée, si je veux retrouver la phrase décodée, donc quelle est la signification de ça, et ben je peux faire en fait exactement la même chose mais dans l'autre sens. Donc decoded sentence, là je crée une nouvelle variable qui est la phrase décodée. Et donc là je parcours tous les éléments de ma phrase encodée. Et ce que je fais, c'est que grâce à mon dictionnaire qui est capable de pouvoir me donner pour chaque nombre la représentation en lettres, je récupère cette représentation en lettres et j'affiche la phrase décodée. Et donc là j'ai donc une liste avec la phrase décodée mais avec que des lettres. Et donc là en fait on voit, donc là c'est comme maintenant c'est une liste et pas une string, c'est un peu compliqué à lire, mais là on voit parce que jargonnant vêpres quelque chose. Et donc là si on veut complètement le transformer en string, on peut faire un join ici pour transformer toute notre liste en fait en string.
Et on a la représentation maintenant, on a la représentation complète sous forme de string. Et on a donc, parce que jargonnant, vêpres, jeune et vigile, exploitant Dieu qui rêve au fond du firmament. Voilà. Donc, ça c'est donc maintenant on a vu en fait comment est-ce qu'on va pouvoir gérer cette dataset. On a vu donc on pouvait transformer tout sous forme de nombres et qu'on pouvait faire le mapping comme ça et qu'on allait donc travailler. Nous on va travailler avec le réseau de neurones seulement avec cette version donc encodée. Donc on va travailler seulement avec la version encodée du texte et on va plus à partir de maintenant travailler avec les lettres. Dans la suite des vidéos, je prendrai encore souvent comme exemple les lettres, mais à chaque fois que je prendrai pour exemple les lettres, en fait ça sous-entend quand même que je travaille avec des nombres et que je ne travaille pas réellement avec la lettre. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on va voir maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir générer des batchs. Enfin, donc je vous rappelle, les batchs, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir entraîner notre réseau. Et on va voir que dans le cadre ici, sachant qu'ici c'est un réseau de neurones récurrents, et ben c'est pas forcément intuitif la manière dont on va devoir, enfin la manière optimale en fait d'entraîner notre réseau est pas forcément intuitive et pas forcément exactement comme elle l'était dans les vidéos précédentes. Là ça va être un peu spécial et très spécifique parce qu'on travaille avec des réseaux de neurones récurrents et parce que là on veut générer du texte. Donc là la génération de batch va être très spécifique, donc dans la prochaine vidéo on verra justement comment est-ce qu'on va pouvoir générer des batchs pour créer notre réseau de neurones récurrent. Et ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc en attendant, si vous avez des questions justement sur ce pré-processing là, s'il y a des choses que vous n'avez pas encore bien compris ou pas bien saisi, n'hésitez pas à aller sur le Discord de la communauté, sur le channel TensorFlow 2.0 et à poser vos questions. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des pouces en l'air, à commenter et à partager, à vous abonner si jamais vous voulez poursuivre toutes les vidéos de la série sur TensorFlow 2.0. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.